Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 19h13 sur Europe 1, c'est Europe 1 Soir Week-end. Jules Doré est dans ce studio, Nathan Dever s'installe également. Mon invité, Bernard-Henri Lévy, bonsoir. Merci infiniment d'être dans le studio d'Europe 1 ce soir. Bonsoir et merci à vous. Alors vous êtes écrivain et réalisateur surtout de ce documentaire et c'est pour cette raison que je tenais absolument à vous recevoir ce soir. Nous avons beaucoup de sujets à aborder ensemble, mais ce documentaire est édifiant, je l'ai vu, donc je peux en parler en amont. Ce documentaire s'appelle Notre guerre, il est diffusé sur France 5 à 21h ce soir et vous plongez les téléspectateurs en immersion totale dans cette guerre en Ukraine. Vous êtes le propre acteur de ce documentaire physique et votre voix aussi porte le documentaire. Je dois avouer que les images sont remarquables, la réalisation est vraiment spectaculaire et surtout ça casse pas mal d'idées reçues. Nous allons peut-être en parler ensemble sur cette guerre en Ukraine qu'on a peut-être un peu oubliée avec la récente actualité au Proche-Orient. D'abord peut-être Bernard-Henri Lévy pour les auditeurs d'Europe 1, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a motivé pour ce documentaire? Vous êtes un fervent défenseur de l'Ukraine. Pourquoi y avoir avoir payé de votre personne pour réaliser ce documentaire? Alors d'abord, et pas peut-être mais sûrement, merci de vos mots. Non mais je les pense. En mon nom, au nom de mon équipe, de Marc Roussel, de mes camarades, de ces femmes et ces hommes qui, en effet, ont passé des semaines et des mois sur les lignes de front, dans les tranchées, etc. Ce que vous dites là, je crois que ça leur fera tous chaud au cœur. Et les Ukrainiens, qui se sentent très seuls en ce moment, et ils nous écouteront d'une manière ou d'une autre, et je suis sûr qu'ils seront très touchés par l'intensité. C'est sincère. Je le recommande vivement, ce documentaire. Merci infiniment. Pourquoi ? Écoutez, parce que je pense depuis le premier jour, depuis le 24 février 2022, et même avant, parce que cette guerre, elle commence en vérité plusieurs années plus tôt, je pense que cette guerre est essentielle. Je pense que ce qui se joue là compte évidemment pour les Ukrainiens, mais que pour nous, Français, pour nous, Européens, c'est absolument décisif. C'est d'abord évidemment les hommes et les femmes qui ont une espèce de grandeur tragique, et moi j'aime pas le tragique, mais j'aime la grandeur, et j'aime les héros, j'aime les gens qui se tiennent haut, qui sont même un peu plus grands qu'eux-mêmes. Et puis, c'est valeur contre valeur, c'est une bataille de valeurs, c'est une guerre ou des valeurs auxquelles on est tous ici, je crois, très attachés, les valeurs de liberté, de démocratie, s'opposent à des gens qui, eux, n'y croient pas. Donc c'est majeur, c'est la guerre de nos générations. Voilà. Alors c'est assez complet. Donc dans ce documentaire, vous rencontrez évidemment le président Zelensky. D'ailleurs, le documentaire commence par ça et finit effectivement par cette rencontre avec le président Zelensky. Vous êtes allé à la rencontre des habitants, mais aussi des soldats sur la ligne de front. Si vous le permettez, je voudrais que les auditeurs d'Europe 1 écoutent un extrait de ce documentaire. Ici, c'était Borodianka, autre banlieue de Kiev, où ils laissaient derrière eux, au bout d'une route de misère que l'on appelle aujourd'hui encore la route de la mort, des bâtiments calcinés, des sauveteurs désemparés, des immeubles coupés en deux par les missiles, mais aussi toujours debout, Taras Shevchenko, poète national de l'Ukraine. Mais nous voici sur le front, à nouveau sur le front, dans la zone de Pokrovsk, au cœur du Donbass en feu, où les reportages sont rares. Je vous vois touché en réécoutant vos mots, Bernard-Henri Lévy. Alors, c'est pas en écoutant mes mots, non, c'est en réimaginant les conditions dans lesquelles nous avons tourné ces images. Dans quelles conditions est-ce que vous pouvez nous raconter ? Des conditions, nous partagions la vie des Ukrainiens, alors parfois les civils et souvent les soldats, avec la guerre autour de nous qui n'est jamais jolie, qui est, même quand une guerre est juste, même quand on est du côté de ceux dont la cause est noble,
il y a quelque chose d'atroce, il y a des moments épouvantables, il y a des moments où on a peur, il y a des moments où on voit des hommes ou des femmes auxquels on s'est un peu attaché et qui sont blessés, où on compte les retrouver et puis on comprend qu'on ne les retrouvera jamais parce qu'ils sont morts et ainsi de suite. Vous voyez, donc pour moi, ce film, c'est pas c'est un documentaire bien sûr, mais que j'ai tourné avec mon âme, avec mon cœur et avec mon corps, tout mon être. Je me suis vraiment, c'est le mot que vous employiez au début, je m'y suis immergé tout entier. Donc voilà, repenser à tout ça, tout ça est évidemment très émouvant pour moi. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez eu peur, Bernard-Henri Lévy, pendant ces mois de tournage, ces semaines? Écoutez, oui, ceux qui verront le film tout à l'heure verront qu'il y a quelques moments dans le film où même quand on n'est pas du genre à avoir trop peur des choses, on est forcément... Oui, ce qui est mon cas et celui de mes camarades. Mais il y a des moments où on est forcément saisi d'effroi. Quand vous avez le bruit d'un missile qui vous siffle aux oreilles et puis dont l'impact est à quelques dizaines de mètres de vous, bien sûr qu'il y a quelque chose dans le corps qui se rebiffe, qui se cabre. Mais je me dis, vous savez, dans ces moments-là, ce qui nous fait tenir le coup, mes caméramans et moi, c'est le fait que ce n'est rien à côté de ce qu'endurent ces gens dont on essaie de partager un bout de la vie. Eux, c'est toute la journée, c'est toute la semaine, c'est des mois entiers. Le film s'ouvre, par exemple, on va chercher dans la neige un droniste isolé à quelques centaines de mètres du front russe et quasiment oublié. Il est là depuis, je dis 5 jours, c'est peut-être même une semaine. Dans des conditions que vous pouvez imaginer. Après, il y en a un autre dans la ville de Pokrovsk. Lui, la ville est déserte. C'est une ville fantomatique. C'est une ville morte. Et puis, on entre dans une cave. Il y a un long couloir. Et on trouve là encore un jeune homme qui est là, enterré dans cette cave, un résistant ukrainien, et qui est là depuis des semaines. Et de temps en temps, quelqu'un lui apporte à manger, et puis il vit dans le bruit des bombardements, et puis voilà. Donc, les quelques moments où nous avons pu avoir peur ne sont rien comparés à ce qu'endurent nos compagnons de ces moments-là. Bernard-Henri Lévy, où on est, cette guerre en Ukraine, on a le sentiment, et je le disais, parce que l'actualité, effectivement, a pris le dessus avec ce qui s'est passé, évidemment, au Proche-Orient, on aura l'occasion d'en reparler ultérieurement. On a le sentiment aujourd'hui, je dis, je ne sais pas si c'est la réalité, et c'est pour ça qu'on a besoin de votre expertise, que l'Ukraine est en train d'être un peu lâchée et de perdre cette guerre. Est-ce que c'est la réalité? Non, elle n'est certainement pas en train de la perdre, et en revanche, elle est en train d'être oubliée. Et c'est vrai que malgré vos efforts, à vous, journalistes, on vit dans une société que un philosophe d'autrefois, Guy Debord, appelait la société du spectacle, dont la première loi est le zapping généralisé. Et la difficulté à penser, à compter jusqu'à 2. Alors c'est vrai qu'il y a cette tendance, voilà, dans l'opinion, mais je sais même pas, je ne blâme pas, je donne pas de leçons, c'est un fait. C'est un fait que quand les gens sont focalisés sur la guerre à Gaza, ils oublient la guerre en Ukraine et vice-versa. Et c'est d'ailleurs, ça me fait un drôle d'effet parce que j'ai couvert dans ma vie très souvent des guerres oubliées. Pour moi, j'ai fait ça pour le journal Le Monde il y a 15 ou 20 ans. J'en avais fait des séries d'articles. Et pour moi, rien n'était plus injuste au monde que cette idée d'une guerre dont personne ne se soucie et dont l'issue ne changera dans l'esprit des gens rien à l'ordre du monde. Quand cette guerre d'Ukraine a commencé, je n'imaginais pas qu'elle puisse devenir à son tour une guerre oubliée. Parce qu'elle est tellement centrale. C'est une guerre stratégique. C'est toutes les puissances du malheur se retrouvent là. La Russie, l'Iran qui fournit les drones, la Chine qui fournit l'argent, l'islamisme radical avec les Tchétchènes de Kadyrov. Enfin, vraiment, toutes les forces maléfiques de notre époque se retrouvent là. Eh bien, elle est en train de devenir peut-être une guerre oubliée. Et ça, pour moi, c'est absolument ahurissant.
Et c'est la raison pour laquelle je suis très heureux que vous m'invitiez ce soir et très heureux que le film soit montré tout à l'heure, donc dans 1 heure, sur France 5 à 21h. Je suis heureux que ces images entrent dans les foyers de mes compatriotes. On a un peu le sentiment, vu d'ici, effectivement, que cette guerre stagne, en tout cas. Qu'il n'y a pas de gagnant, pas de perdant. On a le sentiment que la Russie joue avec l'Ukraine, puisque la Russie est évidemment un monstre par rapport à l'Ukraine. Quelle issue peut-il y avoir à ce conflit ? Stagner, vous savez, ça veut déjà dire que la Russie a perdu. Parce que quand vous attaquez à 10 contre 1, les soldats russes sont 5 fois plus nombreux que les soldats ukrainiens. Les munitions russes sont 10 fois plus nombreuses que les munitions ukrainiennes. Il y a un moment dans le film que vous avez vu où je suis sur un point assez chaud du front, dans la zone de Klishivka, et je compte les départs, c'est-à-dire les détonations qui indiquent des tirs qui viennent de la ligne où je me trouve, et les arrivées, c'est-à-dire ce qu'on tire sur nous. Et c'est vraiment un tir ukrainien contre 10 tirs russes. Donc, si malgré ça, les Ukrainiens tiennent toujours, si malgré cette disproportion des forces, la ligne ukrainienne n'a pas cédé, ça veut dire que la Russie a perdu. C'est-à-dire qu'elle n'est pas capable d'atteindre ses buts. Voilà, ça fait quand même 3 ans et quelques qu'avec cette puissance de feu extraordinaire, avec ses soutiens, notamment la Chine, etc., la Russie n'y arrive pas. Mais ça peut s'embourber comme ça pendant des années encore. Comment ? Oui, sauf si, comme je le demande, comme je m'époumonne à le dire depuis le début, sauf si nous acceptons de penser enfin que c'est notre guerre et notre affaire. Donc, si on aide l'Ukraine. Il y a une chose que le président Zelensky dit depuis le premier jour, par exemple. Il dit, il faut fermer le ciel. Formule d'ailleurs étrange, à la fois militaire et assez poétique, comme sont souvent les Ukrainiens. Il dit, il faudrait fermer le ciel. Fermer le ciel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire créer une zone d'exclusion aérienne qui empêche ce que vous avez vu dans mon film 15 fois, et ce qui s'est passé la nuit dernière. 500 missiles et drones ont été tirés sur les villes ukrainiennes la nuit dernière. C'est énorme. 500 missiles, hein, c'est colossal. Fermer le ciel, c'est pas très... Créer une zone d'exclusion aérienne, on l'a fait en d'autres circonstances. Alors, imaginons que les États-Unis d'Amérique, avec cette détermination qui semble être depuis quelques jours ou quelques semaines, celle du président Trump, imaginons qu'il décide de fermer le ciel. Mais là, c'est une toute autre histoire. Là, il n'y a pas d'embourbement, il n'y a pas d'enlisement. Et le rapport de force pourrait complètement s'inverser. Alors, le président Trump pourrait le décider, les Européens pourraient y contribuer, ou pourraient donner le là et donner le cap. Bref, moi je crois, et vraiment, il me semble être de ceux qui connaissent un peu maintenant le terrain et qui connaissent l'état des forces. Si nous apportions aux Ukrainiens la seule chose qui leur manque, c'est-à-dire des munitions sérieuses permettant de faire jeu égal avec les Russes, je crois qu'ils gagneront cette guerre. Pourquoi ne le fait-on pas, Bernard-Henri Lévy ? Pourquoi les États-Unis ne bougent pas ? Pourquoi l'Europe ne bouge pas pour la fermeture de cet espace aérien ? L'Europe et les États-Unis n'ont pas bougé au moment du génocide arménien. Ils n'ont pas bougé au moment de la chute de la République espagnole. Ils n'ont pas bougé pendant la Shoah. Ils n'ont pas bougé quand Staline a annexé la moitié de l'Europe. Ils n'ont pas bougé en 1956, quand les Hongrois se sont révoltés. En 68, quand les Tchèques se sont révoltés. En 80, les démocraties, c'est leur grandeur, c'est qu'elles n'aiment pas faire la guerre, mais leur faiblesse, c'est que à force de pas vouloir la faire, on se couche devant les tyrans. On a peur. Et là, c'est pas tout à fait la même chose que les exemples que j'ai cités jusqu'à présent. Là, il y a une idée dans les chancelleries occidentales. Et ça, je le sais, et je l'ai encore vérifié il y a quelques jours aux États-Unis. Il y a une idée. C'est qu'il ne faut pas que Poutine perde vraiment. Parce que si Poutine perdait, ceux qui viendraient après risqueraient d'être pires. C'est le raisonnement qu'on a très souvent eu. Voilà. Et donc,
il y a une espèce de calcul assez diabolique qui fait que depuis le début de cette guerre, et ça encore je l'ai observé, mais vraiment presque dans le détail, on livre aux Ukrainiens l'aide nécessaire pour ne pas qu'ils s'écroulent, mais surtout pas pour qu'ils parviennent à l'emporter. Il y a quelque chose, c'est ce que je dis là est terrible, hein, c'est-à-dire une sorte de dosage. Ouais. Alors c'est pas calculé comme ça naturellement. Il n'y a pas au Pentagone quelqu'un qui dit combien il faut pour qu'il s'écroule pas. Bien sûr que non. Mais de fait, depuis Biden, c'est pas Trump. Depuis Biden, c'est comme ça, une sorte d'équilibre qui permet aux Ukrainiens de tenir la tête hors de l'eau, mais surtout pas de l'emporter et de prendre et de faire courir, entre guillemets, le risque au monde de voir la Russie se fragmenter, entrer de nouveau dans le chaos, et ainsi de suite. Bernard-Henri Lévy, restez avec nous. On a d'autres questions évidemment à aborder avec vous. Je voudrais qu'on aborde évidemment ce qui s'est passé au Proche-Orient et ce calme précaire qui, semble-t-il, est installé. Il est 19h29 sur Europe 1. Merci beaucoup Maëla, tout à l'heure pour le journal permanent sur Europe 1, 19h33. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Et je suis toujours avec Bernard-Henri Lévy qui est venu ce soir, et si vous étiez avec nous, chers auditeurs d'Europe 1, nous parler de ce documentaire que vous avez réalisé, incarné également Notre Guerre, qui est diffusé ce soir à 21h sur France 5. Vous avez tourné, et je le rappelle, entre février et avril, vous êtes allé en Ukraine et vous êtes allé au contact de la population et des soldats. Mais je voulais, si vous le permettez, Bernard-Henri Lévy, aussi avoir votre regard sur un autre fait d'actualité de géopolitique majeur, ces 12 jours de guerre entre Israël et l'Iran et les conséquences de cette guerre. L'Iran sort affaibli, mais il y a toujours des points d'interrogation sur son programme nucléaire. Certes, Donald Trump s'est emparé de... Alors vous avez dit justement, vous avez accusé Donald Trump de se mêler de ce qui ne le regardait pas. Donald Trump s'attribue effectivement cette victoire. Que faut-il tirer comme enseignement de ces 12 jours de guerre, Bernard-Henri Lévy? D'abord, c'est pas 12 jours, parce que la guerre a commencé en avril 2024, quand l'Iran a envoyé sur Israël une salve de missiles absolument incroyable. Et puis après, en septembre ou octobre 2024, quand le même Iran a envoyé sur Israël une salve de missiles qui, sans dôme de fer, aurait pu détruire des villes entières. Et s'il y avait eu, alors pour le coup, des ogives nucléaires montées sur les missiles, là c'était une dévastation totale. Donc la guerre, les 12 jours en question, ça a été la réplique israélienne. La réplique israélienne à cette guerre commencée par l'Iran. Et donc Israël était dans son droit, un cadre strict du droit international. Alors, ce que j'ai dit sur Trump, j'ai dit deux choses. J'ai commencé d'abord par dire merci. Quand au 5, au 7, ou 8e, ou 8e, ou 9e jour de guerre de la dernière période, il a ciblé et frappé la centrale de Forgeau. J'ai dit merci, je trouve que là, l'Amérique était fidèle à elle-même et fidèle à ses valeurs. Et ce que j'ai dit après, c'est que la façon qu'il a eu de décréter un cessez-le-feu comme on siffle la fin d'une récréation, n'était pas à la hauteur de l'événement. Voilà. Et là, j'ai trouvé tout de même que on était vraiment dans la courte vue trumpienne qui elle n'est pas du tout souhaitable, quoi. Parce que rien n'est réglé avec l'Iran, disons les choses. Si, beaucoup de choses sont réglées. D'abord, les proxys de l'Iran, c'est l'espèce de cercle de feu, comme il disait, qui entourait Israël, le Hamas, le Hezbollah, le Houthi, etc. Ce cercle est brisé, parce que les Israéliens ont pris le contrôle du ciel iranien, tout de même. Ça, c'est très important, parce que des destructions massives ont été infligées à son arsenal militaire traditionnel et à son arsenal nucléaire en gestation. Mais je ne suis pas sûr que cela ait été réglé le problème de fond est toujours là. Durablement. Voilà, oui. Voilà. Et gagner 6 mois, c'est bien, mais enfin, Israël vit depuis 75 ans en gagnant 6 mois ou en gagnant 2 ans. C'est moyennement supportable pour un petit pays qui est aussi une grande nation démocratique. Et donc, la seule dans cette partie du monde.
La seule dans cette partie du monde, absolument. Et voilà, donc si Israël avait pu gagner non pas 6 mois, mais la certitude que l'Iran des ayatollahs ne soit jamais, en tout cas à perspective d'une génération dotée de l'arme nucléaire, ça aurait été mieux. Mais surtout, je veux dire, ce côté... Il y a quelque chose dans cette façon de renvoyer les gens dos à dos, les agresseurs. C'est un peu ce qui se passe d'ailleurs en Ukraine aussi. Donald Trump dit la même chose. Quand il s'emporte, il dit les Ukrainiens et les Russes m'emmerdent. Ils sont comme des enfants dans un bac à sable. La vérité, c'est que c'est pas des enfants dans un bac à sable. C'est un tueur d'enfants. Poutine qui tire sur le bac à sable, c'est-à-dire les Ukrainiens. Voilà, donc en gros, on est dans des histoires extraordinairement compliquées. Il faut beaucoup de sang-froid pour mener ces guerres, et j'espère que l'administration américaine en sera dotée. Avant que Nathan Dever vous pose une question qui lui brûle les lèvres depuis tout à l'heure, je voudrais juste avoir votre commentaire sur cette phrase de Benyamin Netanyahou à l'instant qui dit que la victoire contre l'Iran ouvre des opportunités pour libérer les otages à Gaza. A-t-il raison ? Est-ce possible ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ce serait magnifique, parce qu'il ne faut pas oublier que cette guerre déclenchée par l'Iran, et puis déclenchée avant ça par le proxy de l'Iran, qui est le Hamas, le 7 octobre. Tout ça commence le 7 octobre. C'est pas Israël qui a décidé un beau matin de bombarder Gaza et de bombarder Téhéran. Cette guerre, elle a 2 objectifs du point de vue israélien. Le premier objectif, c'est de briser militairement le Hamas, et même pas seulement militairement, de faire en sorte qu'il ne gouverne plus Gaza, que le Hamas ne gouverne plus Gaza. Mais il y avait un deuxième objectif, c'est la libération des otages. Donc si vraiment, c'est pas impossible, je vois pas par quel mécanisme, mais si vraiment avoir touché la tête de la pieuvre peut contribuer ou même faire que les otages soient libérés, c'est possible. Dans ce cas, tous les gens qui se demandent, j'entends ça tout le temps, Israël n'a pas de but de guerre clair, etc., ils auront la preuve que oui, il y avait un but de guerre, et c'était la libération de ces derniers otages. Nathan Dever, voulez-vous poser une question sur votre documentaire ? Oui, j'ai vu votre film, aussi votre documentaire, je l'ai trouvé vraiment bouleversant, je vais expliquer pourquoi dans une seconde, mais j'aimerais juste rappeler que ce film déjà est le fruit d'un engagement de 11 ans. C'est-à-dire que vous étiez en Ukraine dès 2014, et dès 2014, vous avez dit, Poutine va envahir l'Ukraine, il veut détruire ce pays, il veut détruire la démocratie dans ce pays. Et à l'époque où tous les spécialistes, les grands spécialistes de Poutine, du Kremlin, de l'Ukraine disaient il n'y aura jamais de guerre, vous avez dit si, il y en aura une. De la même manière, quand tous les spécialistes disaient l'Ukraine va se faire laminer en 2 jours, vous avez dit non. Et vous l'expliquez dans le film, et c'est passionnant. La vraie arme, c'est le moral des soldats, et l'Ukraine sait pourquoi elle se bat. Dans votre film, il y a toutes sortes de chapitres, de scènes qui sont poignantes. Je laisse aux auditeurs le soin de les découvrir tout à l'heure, mais il y en a une sur laquelle je voulais vous interroger, parce que vous faites une révélation dans ce film. Alors, ça avait été mentionné 2-3 fois dans la presse, mais vous révélez quand même qu'il y a 19 500 enfants ukrainiens qui ont été enlevés par les Russes, qui ont été retenus en otage, rééduqués par les Russes, soit dans des centres de rééducation, soit dans des familles, certains enlevés au front du côté russe. Et alors ça fait un peu le lien avec ce qu'on disait sur la guerre en Israël. Comment se fait-il que l'opinion internationale, en dehors de la loi du zapping que vous évoquiez, que l'opinion internationale qui a été à juste titre émue par le sort des 250 otages israéliens à Gaza, soit passée complètement à côté de ce drame qui devrait juste faire en sorte qu'il y ait des centaines de milliers de gens à Paris, dans le monde entier, pour défendre la cause de ces 19 500 enfants ukrainiens. Vous avez raison, c'est en effet hallucinant et navrant. Et il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que ceux qui pourraient descendre dans la rue demain, aujourd'hui et depuis 1 an pour hurler contre ce scandale, ils sont occupés ailleurs. C'est les mêmes qui, dans un festival de musique en Angleterre, crient mort aux soldats israéliens. Et en effet, eux aussi, ils ont du mal à compter jusqu'à 2. Ils ont du mal à se soucier à la fois des enfants de Gaza et à la fois des enfants ukrainiens. Ça, c'est la première raison. C'est que, voilà. Et puis, la deuxième raison, c'est que cette histoire des enfants ukrainiens, des enfants volés, des enfants kidnappés,
que me révèle le président Zelensky dans le film. Hein. C'est en effet une des scènes, je crois, qui m'ont le plus bouleversé. Le président Zelensky me raconte cela en détail. Et cette scène, cette information, c'est vrai qu'elle est énorme. Elle est on a presque du mal à y croire. Hein. Et ça, c'est comme ça toujours. Quand arrive un événement nouveau, qui sort du cadre de l'histoire déjà advenue, eh bien, on a du mal à le réaliser. Toute proportion gardée, quand les informations arrivaient en 1942 ou 1943 sur la Shoah, quand Jan Karski venait voir Roosevelt disait « c'est énorme, c'est pas possible, on peut pas imaginer ça ». Quand des jeunes soldats israéliennes venaient voir leur état-major avant le 7 octobre en disant « le Hamas est en train de préparer », les gens disaient « mais ça n'existe pas, ça n'est jamais arrivé, donc ça n'existe pas ». Donc cette histoire, dans un autre ordre, ce vol systématique des enfants, cette russification des âmes, cette négation d'une nation qu'on vient violer jusque dans son cœur et dans sa fleur, c'est tellement inimaginable, ça s'est tellement jamais produit que on a du mal à le penser. Ça, c'est vraiment une question, c'est une logique de l'esprit humain. Raymond Aron disait ça autrefois. Quand un événement n'a jamais existé, il est impensable, et quand il est impensable, on a tendance à penser qu'il n'est pas possible. Voilà. Et c'est pourquoi, moi, j'ai voulu donner à cette scène cette importance, donc, parce que il y a le témoignage du président Zelensky, les informations précises qu'il donne. Je suis allé ensuite, avec mon équipe, on est allé dans un centre où se trouvent des enfants qui ont été libérés par des filières d'extraction ukrainienne et des justes russes, probablement aussi. C'est des opérations de commando très complexes que les Ukrainiens mènent en territoire russe. Et j'ai interviewé ces enfants, donc qui ont été volés, russifiés dans des camps, et qui ont été ramenés en Ukraine. Et voilà, et l'affaire est évidemment totalement documentée. Et c'est un des effets que j'aimerais que ce film produise, c'est qu'il y ait en effet cet émoi dont vous parlez. Réveiller les consciences. Et d'ailleurs, on a lancé là une pétition avec Charlotte Gainsbourg, avec mon ami Salman Rushdie, avec quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, qui est le musicien Sting, avec Sean Penn et d'autres, que vos confrères de l'Express ont publié. Et c'est pareil, ils ont vu ça, ces images. Je suis pas sûr que Salman Rushdie était plus informé que moi de cette affaire, mais il a été bouleversé. Rushdie s'est dit, mais au fond, ce que fait Poutine là, transformer des enfants en enfants soldats qu'on envoie se battre contre leur père et leur mère, c'est ce que faisait Daesh à Mossoul, quand il fabriquait des lionceaux du califat, vous voyez. Donc voilà, moi j'aimerais donc ce soir, les téléspectateurs de France 5, ils aient le même réflexe que Salman Rushdie, ou que Sting, ou que Charlotte pour Gainsbourg. ces enfants, 19 500 enfants. Qui est une destination très basse. Hein, il y a des ONG anglo-saxonnes, notamment américaines, qui donnent des chiffres astronomiquement plus élevés. Mais enfin, ce qui est documenté, un par un, avec des identités, passeports, etc., c'est 19 546, je crois. Et c'est à eux que le film est dédié, d'ailleurs. Merci infiniment, Bernard-Henri Lévy, d'être venu ce soir sur le plateau d'Europe 1, Notre Guerre, à 21h sur France 5. Voilà, on vous le recommande vivement. Ou sinon, en replay, si vous ne pouvez pas et que vous êtes dans les bouchons des retours de week-end. Merci infiniment. C'était un plaisir de vous recevoir ce soir dans Europe 1 Soir Week-end. Il est 19h46 sur Europe 1.